Bonjour à vous Magali Altounian. Nous souhaitons tout d'abord vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes Manon et Damien, tous deux étudiants au Centre international de formation européenne. Et dans le cadre de notre formation, nous étudions les politiques européennes et leur mise en pratique. Nous avons donc saisi cette opportunité exceptionnelle de vous accueillir pour discuter du lien entre la politique locale et européenne. Un sujet que vous incarnez parfaitement à travers vos nombreuses responsabilités, notamment à Nice en tant qu'adjointe au maire pour les affaires européennes et au sein de la région Sud en tant que présidente de la Commission Europe. Donc aujourd'hui, nous aimerions échanger avec vous sur votre vision de l'Europe et son rôle dans la gestion locale et plus particulièrement ici à Nice. Nous avons préparé quelques questions pour guider cette conversation, mais nous espérons surtout que ce sera l'occasion d'une discussion enrichissante pour nous et pour nos auditeurs. Donc, bonjour Magali, merci encore une fois de nous recevoir. Je vais ouvrir le bal avec les premières questions. Tout d'abord, pour un peu creuser votre carrière, votre parcours, pensez-vous que les différentes expériences que vous avez vécues à l'étranger ont contribué à façonner votre vision actuelle de l'Union européenne ? Bonjour à vous deux, merci d'avoir pensé à moi. Je suis heureuse de cet échange qui, je l'espère, va pouvoir éclairer vos auditeurs et tous ceux qui vont nous écouter aujourd'hui. Oui, alors moi j'ai travaillé 6 ans au Parlement européen à Bruxelles et c'est vrai que déjà de travailler dans un pays de l'Union européenne, mais aussi en totale adéquation et interaction avec d'autres États membres, m'ont ouvert l'esprit sur le fonctionnement d'autres nationalités, d'autres États membres également. Et le rapport que j'ai avec l'Union européenne, forcément, émane des fonctions que j'avais à l'époque, qui étaient celles d'attachée parlementaire auprès d'une députée européenne. Et c'est vrai que cette expérience en particulier m'a ouvert l'esprit sur le fonctionnement déjà des institutions européennes et puis la nécessité aussi de pouvoir interagir avec les autres États membres. D'accord. Et dans votre expérience, donc, qu'est-ce qui a été déterminant pour construire une carrière alliant engagement local, mais également rayonnement européen ? Autrement dit, quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui souhaiterait suivre un parcours similaire en conciliant ambition européenne et service à son territoire ? Alors déjà, c'est vrai que donc à l'échelle de la collectivité, à l'échelle de la ville, de la métropole et même de la région, je suis souvent amenée à intervenir dans des établissements scolaires, d'enseignement supérieur aussi, pour parler des opportunités que peut offrir l'Union européenne à travers tous les programmes financé par la Commission européenne. Je veux parler d'Erasmus+, mais il y a aussi le Corps européen de solidarité, il y a aussi le Pass Interrail qui permet aux jeunes qui viennent d'avoir 18 ans de pouvoir voyager tout l'été aux frais de l'Union européenne. Ça permet aussi de découvrir de nouvelles cultures et puis de renforcer aussi son apprentissage d'une langue étrangère. Et c'est vrai qu'en fait, je pense qu'au-delà de la confiance que l'on gagne en soi, que l'on gagne à travailler dans un autre État membre que le sien, on y gagne en ouverture d'esprit, en tout ce qu'on appelle en fait les soft skills, ce sont les compétences transversales. C'est votre capacité à vous adapter à un environnement qui n'est pas votre environnement naturel, une meilleure compréhension de l'autre, et puis surtout, on parle beaucoup moins de l'Union européenne comme cette possibilité de se challenger entre États membres en fait. C'est essayer de voir ce qui est de bien, ce qui est fait de bien dans un autre État membre, de voir dans quelle mesure il peut être appliqué dans un autre État membre, par exemple la France, puisque c'est celui que je représente aujourd'hui, et de voir sur quel domaine on peut s'améliorer. Au contraire, se comparer aussi, de dire, voilà, sur tel ou tel domaine, on est plutôt bon, sur d'autres, on a du retard à prendre. Et en fait, je pense que vraiment, la richesse que l'Union européenne peut nous apporter, c'est des compétences aussi, c'est un partage de compétences, un partage de savoir-faire aussi qui nous permet de nous grandir aussi également et nous challenger dans quel que soit le métier que l'on va faire plus tard, en fait. Et c'est ce que je préfère, je pense, au sein de l'Union européenne, c'est ça. C'est de se comparer pour prendre le meilleur de l'autre, s'enrichir aussi et pouvoir grandir toujours dans l'intérêt, celui d'améliorer le quotidien des citoyens français et en général celui des citoyens de l'Union européenne. D'accord. C'est vrai que vous avez à cœur de rapprocher les citoyens aux institutions.
Nous avions aussi envie de parler du Centre Europe Direct, dans lequel votre soutien et votre engagement est de taille. Donc, le Centre Europe Direct de Nice, c'est un espace labellisé par la Commission européenne pour rapprocher les citoyens des Alpes du Sud et de la Méditerranée des institutions de l'Union européenne. Il informe sur l'Europe. Il organise des événements, répond aux questions et accompagne aussi les projets locaux, tout en promouvant les priorités européennes à l'échelle locale. Ma première question sur le centre serait quel bilan tireriez-vous des actions menées par le Centre Direct Europe Nice-Côte d'Azur? Alors, c'est vrai qu'un centre Europe Direct, vous l'avez évoqué, donc c'est labellisé par la Commission européenne. Donc, c'est une antenne des institutions européennes directement sur le territoire. Donc, à l'échelle du pays de la France, vous en avez une soixantaine. À l'échelle de la région sud, vous en avez que 2. Vous en avez un à Pertuis et un à Nice. Et nous, notre particularité, c'est que c'est la collectivité qui a candidaté auprès de la Commission européenne pour pouvoir accueillir un centre Europe Direct. Dans d'autres collectivités, c'est souvent une association de promotion du projet européen qui se lance dans cette labellisation. Là, c'est la collectivité qui a souhaité être labellisée Centre Europe Direct. C'est dire aussi la volonté de la ville de Nice, de la métropole Nice-Côte d'Azur, de rapprocher les citoyens de l'Union européenne. Mais c'est pas uniquement parce que il le faut en fait. C'est avant tout au bénéfice des citoyens, parce que l'Union européenne offre des opportunités et que c'était l'occasion pour nous de pouvoir mieux communiquer, mieux informer les citoyens sur ces opportunités européennes. Alors, on l'a voulu très concret, ce Centre Europe Direct, déjà en cœur de ville, dans un quartier proche donc de la gare, donc accessible aussi, qui est en pleine redynamisation également. Vous avez une association étudiante dans ce quartier, vous avez la Fédération de l'hôtellerie et de restauration aussi, vous avez la French Tech aussi également. Donc il y a une dynamique aussi qui accompagne le quartier et c'est pour ça qu'on a choisi ce quartier-ci. Il y avait cette volonté aussi d'être accessible au plus grand nombre des citoyens. C'est pour ça qu'il est aussi pas loin de la ligne 1 du tramway. Et on l'a voulu très tourné, très fonctionnel, très utile, c'est-à-dire dans l'accompagnement de projets européens pour les entrepreneurs, pour la société civile d'abord, aussi pour les collectivités, puisque c'est à l'échelle d'une métropole Nice-Côte d'Azur, donc c'est à destination des maires aussi qui souhaitent se faire accompagner pour capter des financements européens et accompagner leurs projets territoriaux. Et on a voulu donner une visibilité aussi à ce centre. C'est pour ça qu'on intervient, une des premières missions du centre, c'est d'intervenir dans des établissements scolaires, voilà, que ça va de primaire, secondaire, collège, lycée et puis enseignement supérieur pour parler du fonctionnement des institutions européennes, les éclairer aussi sur les différents programmes européens et puis donner de la visibilité sur les actions de l'Union européenne à travers toute une série d'événements. Donc on compte une centaine d'événements par an qui est généré par le Centre Europe Direct. Les plus emblématiques, c'est le Nice Europe Day qui accueille environ 15 000 personnes le jour de la fête de l'Europe, donc autour du 9 mai, donc c'est toujours le samedi qui vient après, le 9 mai, sur la place, sur le jardin Albert Ier, avec des stands d'information, des stands institutionnels, mais aussi des animations pour les plus grands, pour les moins grands aussi, des espaces de conférences débats sur l'Union européenne également, et puis avec toujours le soir un spectacle qui rassemble les citoyens autour des thématiques. On l'a fait en accueillant la première année Barbara Pravi qui avait terminé numéro 2 de l'Eurovision. On l'a fait aussi en faisant chanter des talents locaux et l'année dernière on a diffusé pour la première fois à l'échelle, en direct, à l'échelle d'une ville, l'Eurovision qui a accueilli environ 3-4 000 personnes au théâtre de Verdi. On est peu fiers. On a initié le karaoké de l'Europe aussi, qui accueille 10 000 personnes au parc du Ré également. Donc voilà, c'est une manière aussi de rassembler les gens et les habitants d'un quartier aussi autour des valeurs de partage aussi, autour des traditions aussi et des origines de chacun. Il y en a beaucoup qui sont d'origine italienne, espagnole, polonaise et autres. Et ça permet aussi de divulguer cette adhésion de l'Union européenne à travers des valeurs qui nous rassemblent. Et puis cette année, on a initié notre fameux Oktoberfest, qui est la première fête de la bière locale à Nice. On en est fiers puisque l'idée c'était de pouvoir valoriser un quartier qui était celui du port avec l'aide des commerçants du port aussi sur une fête populaire, familiale. On a eu
malgré les risques d'une météo orageuse, on a eu du monde. Ça s'est très bien passé et c'était un événement populaire. Et je trouve que c'est important de rappeler que l'Union européenne, c'est avant tout des valeurs de partage, de solidarité et populaire, en fait, accessible à tous. Bien sûr. Donc un bilan plutôt positif avec des événements marquants. On peut toujours s'améliorer, mais en tout cas, on essaye de pouvoir faire des événements sectoriels, comme des événements populaires, et aller à la rencontre aussi de la jeunesse, parce que c'est important d'informer au mieux sur le fonctionnement des institutions européennes. Tout à fait. Je voulais aussi connaître quels ont été les défis quels sont les défis que rencontre le centre pour sensibiliser les citoyens niçois à donc, la construction européenne, et notamment par exemple les jeunes, vous venez d'en parler, et comment y faites-vous face ? Alors, nous, on a fait le choix d'avoir plus de 70 partenaires de la collectivité, du territoire. En fait, on n'a pas souhaité que le centre se tourne autour d'un public d'initiés. C'était pas le but, en fait. Donc, naturellement, on a des associations qui parlent déjà d'Europe, qui promeuvent l'Europe, comme l'Union européenne. Je pense à Parcours le Monde, par exemple. Je pense à la Maison de l'Europe aussi également. Mais l'idée, c'est de pouvoir l'ouvrir à tous les publics. Et comment on a envisagé les choses, c'est de s'ouvrir à d'autres partenaires, à des sociétés civiles, à des associations, tissus associatifs locaux, aux acteurs économiques, comme aux acteurs culturels aussi de la collectivité. C'est pour ça que nous avons comme partenaire la CCI, le PIE 06, la FAI 06, vous avez parlé de la jeunesse et des étudiants, le premier syndicat de niçois qui regroupe plus de 5000 étudiants et partenaires de nos événements. Et à l'inverse, nous sommes partenaires et toujours présents à leurs événements aussi, également pour parler d'Europe. Mais c'est vrai pour l'Alliance française également, c'est vrai pour d'autres associations locales, je pense aux Petits Débrouillards et bien d'autres. En fait, l'idée, c'était pas parler uniquement à un public d'initiés, de parler à tout le monde et d'essayer de réfléchir à comment l'Union européenne peut s'intégrer dans leurs problématiques locales, en fait. C'est pour ça qu'on fait de nombreuses réunions d'information aussi. Donc on le fait, quand je parlais de réunions sectorielles, par exemple, on a initié la permanence de l'Europe à destination des entreprises, qui regroupe à la fois les services de la région, à la fois les services de l'État, à la fois les services aussi de la Banque européenne d'investissement et bien d'autres, qui se déplacent, qui viennent à Nice pour pouvoir rencontrer des entrepreneurs qui veulent qui veulent monter leur projet entrepreneurial ou qui sont en pleine croissance, qui ont besoin de financement européen. Mais c'est vrai aussi pour des associations. On a lancé, pour vous donner un exemple, la première réunion l'année dernière qui a accueilli près d'une centaine d'associations locales sur le Fonds social européen, donc qui est un programme de la Commission européenne qui est partagé à la fois par l'État et par la région Sud, puisque la région est autorité de gestion. Voilà, une réunion d'information auprès de ces associations, voir dans quelle mesure on peut les accompagner financièrement, mais ça peut être aussi, on a organisé sur la thématique de la culture avec une réunion d'information aussi sur un fonds qui s'appelle Europe Créative et qui permet d'accompagner aussi tous les acteurs culturels événementiels dans l'élaboration de leurs projets culturels pour une collectivité également. Et là aussi, on les a sensibilisés sur le sujet. Je pense qu'en fait, il y a vraiment cette démarche d'aller vers. En fait, on sait que l'Union européenne peut faire peur, on connaît pas vraiment les interlocuteurs, on sait pas comment s'y prendre. Donc c'est de la responsabilité du Centre Europe Direct de se faire connaître, d'aller vers tous les acteurs du territoire, le grand public aussi. C'est pour ça qu'on organise des événements populaires à grande dimension. C'est aussi pour se faire connaître du citoyen lambda, en fait, pour parler de ces fameuses opportunités, parler d'Europe, de l'actualité européenne et voir dans quelle mesure on peut les accompagner au quotidien. Bien sûr. Merci beaucoup. Je vais repasser le micro à Damien pour revenir un peu... Alors pour faire une transition, moi je vais nous recentrer plus sur la ville de Nice et l'Europe directement. Pour faire une petite transition entre le Centre Europe Direct, peut-être on pourrait parler de votre commission au sein de la région. Et j'aimerais vous demander comment est-ce que vous évaluez le rôle de la commission comme celle que vous présidez pour rapprocher les institutions européennes des territoires, parce que comme vous l'avez dit, il y a vraiment une nécessité de pouvoir expliquer l'Europe auprès des citoyens qui en général ont un peu un sentiment que c'est des institutions trop lointaines et qu'ils n'ont pas vraiment de contact. Donc moi je préside, merci beaucoup pour cette question, donc je préside la Commission Europe de la région Sud. Rappelez effectivement que la région Sud, et toutes les régions d'ailleurs,
à l'échelle de la France sont autorité de gestion, c'est-à-dire que tous les financements européens de la politique de cohésion, ce qu'on appelle les fonds structurels, transitent vers les régions et ensuite sont éparpillés dans les différents territoires. Donc, je veux parler du FEDER, du FSE+, du FTJ, du FERMPA, enfin tous ces acronymes un peu cruels, mais qui, in fine, aboutissent à des réalisations concrètes sur les territoires. Et ensuite, il y a également l'objectif de faire de la sensibilisation, ce qu'on appelle en fait des financements sectoriels, donc qui émanent directement de la Commission européenne, donc qui ne transitent pas par les régions obligatoirement. Donc je veux parler par exemple du programme Horizon Europe qui finance la recherche-innovation, le programme LIFE qui a pour but de préserver la biodiversité des territoires, Europe créative, on l'a dit, sur la culture. Ça peut être aussi le programme SERVE aussi qui accompagne qui permet de promouvoir la citoyenneté européenne, mais aussi tout ce qui est égalité homme-femme et un monde plus inclusif aussi. Donc en fait, on a cette capacité d'une part de gérer une enveloppe qui nous est confiée directement par la Commission européenne et qui se négocie directement avec les institutions européennes et avec l'État. Et puis on a aussi cette volonté de pouvoir aussi faire de la pédagogie sur tous les financements sur lesquels chaque collectivité ou chaque citoyen, entrepreneur, société civile peuvent toucher à travers ce qu'on appelle les programmes sectoriels. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est donner de la visibilité à tous ces projets, à nos actions. On a un site internet qui s'appelle Europe s'engage en région sud, qui permet à chaque individualité, mais que ça soit un citoyen européen, mais aussi une collectivité ou une entreprise, d'enregistrer à travers un formulaire son besoin dans un premier temps, et ensuite les services de la région sud vont vous renvoyer vers le bon fonds européen et va vous accompagner si vous avez besoin aussi de partenaires. Parce que souvent, les fonds européens sont conditionnés à la recherche de partenaires européens et on met à disposition notre savoir-faire, notre réseau pour pouvoir accompagner tous ceux qui veulent s'engager dans une démarche européenne. Et puis, on accompagne aussi financièrement des entreprises à potentiel. Donc, la région sud a décidé de faire appel à une sorte de cabinet de conseil. Donc, pour une enveloppe de 150 000 euros. On décide d'accompagner une dizaine d'entreprises de la région sud, celles qui sont, on va dire, en pleine croissance, qui ont un potentiel assez talentueux, qu'on sait qu'elles peuvent générer des financements européens dans leur recherche de captation européen. Et puis on réfléchit à comment est-ce qu'on peut former aussi l'administration aux captations de financement européen. Donc en fait, on s'est dit qu'est-ce qui existe déjà, qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc la région sud a fait le choix de faire un partenariat avec le CNFPT, qui est le centre de formation de la fonction publique, pour former dans les collectivités un directeur général des services, un directeur de cabinet, une secrétaire aussi pour les plus petites collectivités, au montage de financement européen. En fait, on est bien conscient que nous, on est limité en termes de disponibilité, c'est-à-dire qu'on les accompagne, mais on peut pas tout faire. Parfois, l'idée, c'est de rendre autonomes des collectivités pour qu'elles puissent elles-mêmes aller capter des financements européens pour accompagner leurs projets très concrets pour leurs citoyens. Donc, je dirais qu'en fait, on a la mission de captation européenne, la pédagogie. 3, comment rendre plus accessible aussi ces fonds. On a créé, par exemple, un concours qu'on a nommé les Étoiles de l'Europe, qu'on valorise chaque année autour du 9 mai, la fête de l'Europe, et qui permet de récompenser en fait les fonds européens et de donner de la visibilité à des entreprises ou des collectivités qui ont bénéficié de fonds européens. Souvent, on nous dit c'est impossible, ça ne marche pas, on n'a pas d'exemple concret. Nous, on essaye en fait de donner de la visibilité à ces associations, à ces entreprises, à ces collectivités qui ont réussi à capter des financements européens. Ça veut dire que c'est possible et qui en font profiter directement les habitants de leur collectivité, d'un territoire qui est celui de la région sud. Donc, je pense que c'est important de faire de la pédagogie, de rappeler que l'Union européenne n'est pas si éloignée que ça, qu'elle est présente dans des programmes. Et en fait, elle est plus présente que ce que l'on croit. Par exemple, pour vous donner un exemple, on a le plan local d'insertion pour l'emploi de la métropole Nice-Côte d'Azur qui est financé à 50% de l'Union européenne. Donc on accompagne des citoyens éloignés de l'emploi dans leur réinsertion professionnelle, et ça c'est financé à 50% par l'Union européenne. Est-ce qu'on le sait? Non. Pourtant, c'est des cas concrets tous les jours, des personnes que l'on
on aide concrètement sur le territoire. Je peux parler du réseau Initiative Côte d'Azur qui accompagne aussi les chefs d'entreprise dans leur création d'entreprise, financée en partie par du FEDER. Il y a des associations, de nombreuses associations qui vous accompagnent, qui accompagnent en fait les citoyens au quotidien sur différentes problématiques, qui sont financées par l'Union européenne. Et notre travail aussi, c'est de les accompagner au mieux et de le faire savoir auprès du plus grand nombre. Parce que c'est important de rappeler que l'Union européenne est présente au quotidien dans nos vies, en fait. Vous avez parlé rapidement du fonds Horizon, donc qui finance notamment les technologies pour la transition énergétique. Et je suppose que pour des régions comme la vôtre, la région sud et les régions méditerranéennes en général, c'est particulièrement intéressant pour vous de mettre en place du coup sur un plan local cette transition écologique. Et donc en fait, c'est concrètement grâce au soutien de l'Union européenne que vous êtes capable d'agir localement. Bien sûr, il y a le FEDER, mais il y a le programme sectoriel que vous avez évoqué. Mais par exemple, on pourrait parler du programme ITI, qui est une branche du FEDER, qui est ce qu'on appelle les instruments territoriaux intégrés et qui permet de financer sur des territoires directement des infrastructures de développement durable, par exemple, qui encourage aussi le développement économique également, qui permet aussi le désenclavement de certaines villes comme certains quartiers aussi. On cible les quartiers prioritaires des villes. C'est vrai pour la métropole Nice-Côte d'Azur, c'est vrai pour la métropole Aix-Marseille aussi également. Moi, je milite pour cette Europe, un vrai partenaire des collectivités, en fait. Ça se négocie aussi à l'échelle de l'Union européenne. C'est pour ça que je suis très attachée à mon mandat du Comité européen des régions, parce que c'est l'occasion pour nous de rappeler aux institutions bruxelloises qu'il est important de s'engager et de mobiliser une politique de fonds européens ambitieuse, qui sera ensuite diffusée directement dans les territoires et qui permettra aussi à nos sociétés d'être beaucoup plus vertes, plus durables, plus compétitives aussi, et puis plus sociales. Justement, en changeant d'échelle, donc nous, au Centre international de formation européenne, on vit et du moins on met en action la réalité du fonctionnement des institutions européennes. On sort notamment, il n'y a pas longtemps, d'une simulation du Conseil des ministres où on peut se rendre compte de la réalité, de la finesse nécessaire pour arriver à mettre en place des politiques européennes. Et en général, les gens parlent d'une Europe actuellement, d'une Europe à géométrie variable où certains États membres n'arrivent pas à suivre en même temps, ils sont pas tous à la même vitesse par rapport au projet communautaire. Et en ce sens, est-ce que vous pensez qu'une Europe plus intégrée, sans cette géométrie variable, qui donc est à l'échelle des États membres, mais a donc une réalité locale, est-ce que vous pensez que du coup une Europe plus intégrée faciliterait la gestion des villes comme la vôtre pour mettre en place concrètement ces programmes européens localement ? Oui, généralement, je suis pour un projet européen beaucoup plus intégré. C'est pas un secret, c'est un secret pour personne. Parce que je pense sincèrement que sur le terrain de la souveraineté industrielle, par exemple, sur le terrain de la souveraineté alimentaire, par exemple, que ce soit sur la transition écologique et bien d'autres sujets, sur une Europe de la défense aussi, ou même sur le combat que l'on mène contre l'immigration illégale, on peut le faire qu'à l'échelle de l'Union européenne. Et donc forcément, plus on est fort à l'échelle de l'Europe, et mieux forcément on est en capacité de pouvoir préserver notre qualité de vie et notre sécurité plus largement à l'échelle d'une collectivité. Donc moi j'ai l'impression que c'est plutôt une force à destination des habitants d'une collectivité. Je vais vous donner un exemple très clair. Nous on est sur une région transfrontalière, d'accord ? On a des problématiques communes, que ce soit la lutte contre le changement climatique, que ce soit sur la mobilité ou que ce soit encore sur le développement économique. Pour vous donner un exemple, il y a 40 000 travailleurs qui transitent vers l'Italie et la France sur notre territoire chaque jour. Voilà. On a des Italiens qui vivent à Nice et qui travaillent à Nice. À l'inverse, on a des Français qui vivent en Italie et qui travaillent en Italie. Ou alors, à l'inverse, on a des Italiens qui vivent en Italie et qui travaillent en France, et inversement. D'accord ? Ça, au lieu d'en faire un désavantage, c'est un atout pour notre attractivité économique. C'est un atout pour nos concitoyens aussi, et ça correspond à la réalité de nombreux habitants frontaliers. C'est
en initiant un rapprochement concret des deux territoires qu'on va arriver à améliorer le quotidien de ses habitants. Mais sur quelle thématique? Donc, on l'a dit, sur le transport, mais ça peut être aussi sur la santé, ça peut être sur la politique familiale aussi, ça peut être sur d'autres sujets. Quand on a eu la tempête Alex, il n'y a pas eu de frontières, c'est-à-dire que l'eau et moyens payés ont été touchés, comme les collines aussi italiennes ont été touchées aussi également. Donc, je pense vraiment que d'en faire un atout, cette coopération décentralisée, de faire un atout à l'échelle de l'Union européenne, forcément est un atout à l'échelle des territoires, en fait. Dire le contraire, ce serait, en fait, je pense, ou prétendre le contraire, ou vouloir le contraire, ce serait se fermer à des possibilités énormes, en fait, et à des opportunités énormes, et je trouverais ça très dommage, en fait. C'est très vrai. Et puis, vous avez justement rappelé la proximité de Nice avec l'Italie. Et quand on parle de Nice, on peut voir peut-être quelque chose d'autre. Parce que quand on se rappelle de l'histoire de Nice, une origine grecque, une présence romaine pendant très longtemps, une occupation italienne pendant très longtemps, et puis aujourd'hui une ville française, est-ce que vous pensez que Nice représente de cette façon peut-être qu'il y a quelque chose d'autre, qu'il y a une forme d'identité partagée, que ce soit de ce côté de la frontière et de l'autre, avec ces mouvements historiques qui ont été communs, en fait. On a une histoire commune, on a un patrimoine commun, un patrimoine gastronomique, architectural aussi, également. On a une culture commune aussi. On a aussi, je veux dire, des intérêts géographiques aussi communs. On parle souvent de la route des sels, mais pas que. Oui, naturellement qu'on se ressemble et qu'on porte la même amour aussi pour notre territoire. Et il y a de nombreux Niçois qui ont des origines italiennes, en partant par le maire de la ville de Nice. Mais on a de grosses communautés aussi européennes qui vivent à Nice. Je veux parler de la communauté belge, flamande. Je veux parler de la communauté suédoise, scandinave aussi. On va célébrer la Sainte-Lucie aussi avec le consulat le 13 décembre. On a une communauté aussi germanique aussi également. Donc en fait, on est une ville en fait très cosmopolite et ça se voit dans notre architecture aussi et ça se voit aussi dans les commerces que l'on rencontre. Également. Donc, moi, je crois beaucoup à ce potentiel de rayonnement européen et international que l'on peut trouver à Nice. Cette ouverture aussi sur les autres, ça doit être une force d'un point de vue de rayonnement culturel, événementiel, mais aussi d'un point de vue économique. Et je pense qu'on est représentatif aussi de cette France ouverte au monde. Ça ne veut pas dire sans aucun contrôle et sans aucune contrepartie. Et respect, tant qu'on respecte aussi les normes que l'on, en termes de normes environnementales ou sociétales. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il ne faut pas se refermer sur soi, surtout en période de crise que l'on vit. Au contraire, il faut faire confiance aussi à cette Union européenne qui a envie de se renforcer pour justement assurer cette souveraineté industrielle, mais aussi environnementale et autres. Et je pense que de toute façon, on n'a pas le choix face à la Chine, face à la Russie ou face aux États-Unis. Et le comprendre le plus vite, c'est aussi se donner les armes pour pouvoir vivre et affronter ce monde de plus en plus mondialisé. Donc oui, moi je pense que c'est une force. Je pense qu'à Nice on le perçoit aussi et cette attractivité aussi touristique aussi que l'on produit forcément appelle à cette ouverture d'esprit. Et c'est vrai que nous aussi, au Centre international de formation européenne, on est donc des étudiants qui viennent de différents pays, donc on a des étudiants qui viennent de partout en Europe, et en tout cas, à l'échelle de notre école, on se rend compte qu'en fait, la culture n'est pas nécessairement un problème pour travailler ensemble, parce que tant qu'on est capable de s'écouter, de parler entre nous, alors bien sûr, il faut être capable de parler les langues étrangères, ou du moins de se faire comprendre, mais en tout cas, il semble que les différentes cultures ne nous bloquent pas, mais au contraire qu'on est clairement capable de travailler ensemble. Et donc, peut-être qu'il y a là un message pour notre Europe,
c'est que l'argument qu'on entend parfois que parce qu'on n'est pas de la même culture, que de ce côté de la frontière on agit comme ça et de l'autre on agit autrement, peut-être que en fait cet argument c'est oublier que quand on parle ensemble, quand on travaille ensemble, en fait on est capable de faire des choses, et que peut-être que les cultures ne peuvent pas être un argument contraire à la proximité et au projet européen. Bien sûr. Moi, je trouve que l'Union européenne, c'est quoi, en somme? C'est de se mettre d'accord sur l'essentiel. Ce qu'on n'arrive pas à faire en France actuellement, en fait. C'est l'art du consensus, l'art du compromis au nom de l'intérêt général. C'est ça, l'Union européenne, en fait. C'est savoir s'écouter, se mettre d'accord sur l'essentiel, définir des priorités aussi, s'y tenir et renforcer nos moyens sur les priorités que l'on aura désignées communes. Voilà. Et c'est que comme ça qu'on peut travailler au bénéfice des citoyens. Et je pense qu'en l'occurrence, en France, on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas cet art du consensus, l'écoute de l'autre aussi, se mettre d'accord sur l'essentiel. Sa priorité prévaut sur l'autre priorité et inversement. Et on oublie, en détriment en fait du bien-être des citoyens. Et oui, moi je pense que l'Union européenne, c'est unie dans la diversité. C'est la baseline de l'Union européenne. Et je pense que ça veut tout dire. En fait, c'est face aux difficultés que l'on rencontre, sur des défis qu'on a communs, on décide de se mettre, de se rassembler, de pouvoir y mettre tous nos moyens et nos forces pour pouvoir y répondre concrètement d'une même voie, en fait. Et je pense qu'in fine, c'est ça la clé. Voilà. Donc, ce que vous venez d'évoquer, ce que vous vivez dans votre école, moi, j'en suis intimement persuadée. Je l'ai vécu au sein du Parlement européen. Et au contraire, je pense que c'est que des additions, en fait. La somme des cultures, c'est un plus. Ça n'enlève rien à notre propre identité, à notre propre culture. Et d'ailleurs, l'Union européenne, elle n'enlève rien à notre identité française, notre nationalité française. C'est des droits supplémentaires, en fait. Et ça, c'est une chance pour chacun d'entre nous. Et j'espère qu'un jour, tout le monde s'en rendra compte, quoi. Donc, c'est là comment dire, une vision optimiste, on va dire, de l'Europe. Maintenant, surtout en France aujourd'hui, on remarque qu'il y a de plus en plus de critiques et une forme d'euroscepticisme qui se développe en France et malheureusement aussi en Europe. Il y a la situation en Roumanie actuellement ou dans d'autres pays européens. Est-ce que vous considérez que cet euroscepticisme, c'est pas avant tout un manque d'information et de compréhension du fonctionnement de l'Union européenne ? Moi, je pense que oui. Objectivement, je pense on n'a pas beaucoup intégré le fonctionnement des institutions européennes dans nos programmes scolaires, par exemple. On a très peu de visibilité sur ces sujets au niveau de nos médias locaux ou nationaux. Donc ça, effectivement, c'est une problématique. Après, objectivement, je serais un peu critique sur le fonctionnement des institutions européennes sur 2 points. Je pense qu'il y a un souci démocratique. Voilà. Je pense que c'est une critique que je fais avant tout au niveau national. Déjà, d'être revenu sur un scrutin de liste national au détriment d'un scrutin de liste local. C'est-à-dire qu'à l'époque, avant 2019, on avait des euro-circonscriptions à l'échelle à peu près des régions en France. Ça, c'était une erreur en termes de visibilité aussi de l'action et de représentation aussi des territoires. Je pense qu'à terme, j'espère qu'on reviendra sur une liste des territoires et moins sur une liste nationale. Et puis, il y a un souci démocratique aussi à l'échelle du mode de désignation du commissaire européen, par exemple. Moi, j'avais fait des propositions en ce sens. Je pense que les Français seraient plus impliqués si demain ils étaient amenés à voter pour leur commissaire européen qui pourrait leur représenter dans la future Commission européenne. Donc, ça peut être, par exemple, partir du postulat que chaque tête de liste peut être le candidat potentiel à la Commission européenne, par exemple. Et le deuxième pourrait être député européen ou un autre mode de fonctionnement, mais pas uniquement celui-là, parce qu'actuellement, c'est le président de la République qui désigne, en fait, une personne, et cette personne est auditionnée par le Parlement européen, et c'est les députés européens qui votent pour ou contre l'acceptation de ce commissaire. Voilà. Mais nous, les citoyens, quand on sait pas ça, quand on ne sait pas qui, quoi, comment, en fait, on a un membre de la Commission européenne français qui est censé défendre nos intérêts au sein de la Commission européenne, défendre aussi le projet européen, mais sans qu'on ait eu à le choisir. Je pense que c'est une erreur.
Il y a d'autres propositions que j'ai envie de faire. Par exemple, je pense qu'avant chaque Conseil de l'Europe, d'avoir la possibilité, de donner la possibilité à nos parlementaires européens de poser des questions au gouvernement, ce qui est le cas avec nos députés à l'Assemblée nationale, auprès de nos ministres sur des thématiques, que ce soit environnementales, de transport, de santé ou d'autres. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut améliorer. Donc, je dirais oui, ok, on n'a pas l'information, c'est pas prévu véritablement dans notre système éducatif, et ça, je pense qu'il faudrait qu'on y remédie. Mais il y a aussi un sujet démocratique sur lequel il va falloir que l'Union européenne travaille. Voilà. Et ça, c'est essentiel en termes de représentativité. Et je pense que pour les jeunes générations que vous représentez, vous puissiez avoir cette adhésion-là au projet, il faut à un moment donné qu'il y ait une participation beaucoup plus affirmée aussi, que vous ayez ce sentiment-là que votre vote soit utile, en fait. Et si l'Union européenne n'a pas réussi à faire ça, c'est pas uniquement la faute des gens, et c'est pas uniquement la faute des médias, c'est aussi la faute quelque part aussi de nos institutions. Et je pense qu'il est temps de repenser aussi le projet européen. On arrive ainsi au bout de nos questions que nous avions écrites. On va donc arriver à la fin de notre épisode. On souhaite encore une fois vous remercier d'avoir pu discuter avec nous de l'Europe et de Nice. On pense que c'est nécessaire de parler d'Europe, de le rapprocher de nos citoyens, de le rapprocher de tout le monde pour comprendre comment il fonctionne et pour comprendre à quel point c'est important pour nous aujourd'hui et pour demain, surtout pour des générations jeunes qui, je pense, on représente aujourd'hui. Je l'espère en tout cas. Vous l'êtes, ça c'est sûr. Je l'espère en tout cas. Donc merci encore et on espère pouvoir continuer à parler d'Europe. Je l'espère aussi. Vous êtes les bienvenus au Centre Europe Direct et à tous les événements que nous portons haut et fort à Nice et ailleurs. Merci beaucoup. Merci.